Les personnes dites doubles exceptionnelles, 2E, sont celles qui présentent à la fois un haut potentiel intellectuel, HPI, c'est-à-dire un quotient intellectuel égal ou au-dessus de 130, et qui ont à la fois un trouble d'apprentissage ou de développement, comme le TDAH, l'autisme, la dyslexie, etc. Voilà. Au revoir. Intensément, c'était le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Non, je rigole, évidemment. Ce qui pourrait être une définition très simple et très claire n'est pas celle que l'on retrouve régulièrement dans les diverses publications sur les doubles exceptionnels. Et comme d'habitude, on est dans une zone de brouillard. On est dans le brouillard le plus total. Une galaxie nébuleuse, un labyrinthe, dans lequel malheureusement ou heureusement, notre vaisseau spécial va nous mener. Alors, dans les épisodes sur les plaintes puis les sanctions de l'Ordre des psychologues québécois à la psychologue hyper médiatique très renommée Marianne Bélanger, la jeune Siofachin québécoise, je vous avais expliqué que le nœud de toute cette affaire, c'était le concept de double exceptionnel. En effet, c'est celui qui a permis à Marianne Bélanger d'identifier une douance, c'est-à-dire un haut potentiel intellectuel, à des enfants qui manifestement, selon les experts et les enquêteurs de l'Ordre des psychologues québécois, n'avaient pas le niveau de quotient intellectuel requis pour être qualifié de haut potentiel intellectuel. Marianne Bélanger a alors déclaré pour sa défense « Si la douance est représentée par le jaune et le trouble associé par le bleu, eh bien c'est du vert que j'évalue, la double exceptionnalité, et non pas du jaune ni du bleu. » Bon, le conseil de discipline de l'ordre des psychologues n'a pas jugé cette défense crédible, pourtant nous allons comprendre que le concept de double exceptionnel, si simple qu'il pourrait être, est en réalité super extra compliqué, et principalement à cause de la notion de douance. Alors, qu'est-ce que le concept de double exceptionnalité? Qui sont les doubles exceptionnels? Pourquoi cette notion est-elle problématique pour de nombreux spécialistes en France? Quelles sont les dérives possibles? Et pourquoi, malgré tout, j'adore ce nom de Twice Exceptional? Peut-être parce que c'est Twice Exceptional. Si vous aimez explorer les univers au potentiel intellectuel ou neuroatypiques, et en particulier TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, troubles du spectre autistique TSA, les dyspraxies, les dysgraphies, la dyslexie, etc., eh bien vous êtes bien tombés. Je suis Raph et vous êtes les bienvenus sur Intensément Podcast qui est le média unique en son genre à la recherche des infos les plus fiables possibles sur ces sujets précis avec une ouverture d'esprit critique nécessaire à la compréhension de ces domaines tellement complexes que moi-même j'ai besoin de les simplifier pour pouvoir vous les transmettre. Et si vous appréciez l'énorme travail que je fais pour ce média et pour vous apporter toutes ces connaissances et ces contenus, ces entretiens, ces témoignages, je vous demande s'il vous plaît de faire comme la communauté de notre vaisseau spécial, les contributeurs et les contributrices d'Intensément Podcast qui permettent à ce média d'exister, de vivre et de continuer. Il y a un lien unique pour vos donations ponctuelles ou régulières dans la description de cet épisode. Je suis intensément redevable à la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast et à vous qui allez la rejoindre, je vous dis bienvenue dans notre vaisseau spécial et merci intensément. Attaquons-nous au double exceptionnel, twice exceptional. Attaquons-nous doucement, piano piano. Avant de commencer, je vous conseille vivement de regarder les 2 épisodes qui ont parlé de l'affaire Marianne Bélanger. Cela va non seulement vous permettre une meilleure compréhension de ce qui va suivre, mais en plus, je n'aurai pas à me répéter, ce sont des épisodes relativement courts qui vont vous permettre de cerner les enjeux et les problématiques en question. Pour cet épisode, j'ai vraiment beaucoup travaillé, beaucoup, afin de ne pas dire n'importe quoi, et de ne pas rester dans notre entre-soi français sur un sujet qui finalement est toujours aujourd'hui un domaine de l'Amérique du Nord. C'est en effet aux États-Unis dans les années 90 que la notion de twice exceptional s'est développée. Le terme aurait été utilisé pour la première fois en début des années 2000, mais on ne dirait pas comme ça. Son histoire remonte à plus loin, a toujours été floue et controversée. On va y revenir. La page Wikipédia Twice Exceptional anglophone remonte à 2009 et voici ce que l'on peut y lire. Le terme double exceptionnel, souvent abrégé en 2E, 2E, est rentré dans le lexique des éducateurs au milieu des années 90. Et oui, puisqu'en fait, toutes ces recherches-là, d'abord, visaient le domaine des éducateurs, des enseignants, de l'école. Il fait référence aux étudiants surdoués ou doués, gifted en anglais, et on va voir pourquoi le terme n'est pas à prendre à la légère et n'est pas anodin lorsque l'on essaie de le traduire, réfère aux étudiants surdoués qui ont des formes de troubles ou handicaps d'apprentissage ou développementaux. Ces étudiants ou élèves sont considérés exceptionnels à la fois à cause de leur douance
entre parenthèses par exemple leur douance intellectuelle ou leur douance créative, leur douance perceptuelle, leur douance moteur, etc. On comprend déjà là que dans le Wikipédia anglophone, la notion de giftedness, que l'on pourrait traduire en réalité par douance et pas par HPI, n'est pas la même notion que HPI. Ils sont doublement exceptionnels parce que ces étudiants ont des... Alors, on va traduire disabilities par handicap ou trouble, mais tout de même disability c'est vachement plus puissant que trouble, c'est du handicap, ou incapacité, par exemple des troubles des apprentissages, des troubles du neurodéveloppement, etc., ou neurodivergents. Et là aussi c'est important, l'appel à la terminologie neurodivergente dans la page Wikipédia anglophone, parce qu'on peut comprendre que c'est ce qui permet de rendre ce concept beaucoup plus large. Toujours selon le Wikipédia anglais, un enfant double exceptionnel est celui qui, en même temps qu'il est considéré comme gifted, surdoué donc, en comparaison avec les autres enfants du même âge, est officiellement diagnostiqué avec un ou plusieurs handicaps ou troubles. Bien que double exceptionnel peut référer à la plupart des handicaps, il est souvent utilisé pour parler des étudiants avec des troubles d'apprentissage. La recherche n'est pas limitée à ces zones, une vue plus holistique est employée pour aller plus loin dans ces recherches. Les troubles d'apprentissage associés peuvent inclure la dyslexie, les troubles visuels ou auditifs, les TOC, les troubles de la sensorialité, hypo- ou hypersensorialité, que d'autres personnes pourraient appeler hypersensibilité, le trouble du spectre autistique, le syndrome de la Tourette, le TDAH. Les doubles exceptionnels peuvent aussi être associés avec un diagnostic d'anxiété ou de dépression ou tout autre handicap qui interfère avec la capacité de l'étudiant d'apprendre de manière effective dans un environnement normal. Donc ça, ce sont les premières lignes de Wikipédia anglophone sur les twice exceptionnels. Et ce qui est intéressant, c'est que la source qui leur permet de donner cette définition du double exceptionnel est une étude américaine qui s'appelle « Un modèle de double exceptionnel, expliquer et définir le paradoxe apparent de la combinaison entre le handicap et la douance chez les enfants ». Et la première phrase de cette étude, de cet article, dit littéralement « La littérature sur les doubles exceptionnels suggère qu'un des principaux problèmes auxquels font face les enfants doubles exceptionnels, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur la définition du terme handicap ou du terme douance, giftedness. Par conséquent, le terme double exceptionnel n'a pas de consensus. » Ça donne le ton. Comme on est en Amérique du Nord, évidemment, le concept s'est rapidement déployé au Canada et a atteint le Québec. Mais ça a apparemment pris du temps pour que le terme twice exceptionnel soit traduit en français par double exceptionnel, puisque je n'ai trouvé aucun document en ligne avant 2012-2013, et la page Wikipédia sur la double exceptionnalité, francophone donc, a été créée en 2021, ce qui est relativement tard. Elle a été créée uniquement par des contributeurs québécois, et il y a un problème majeur dans cette page. Vous allez voir. Autant la page anglophone est riche et la liste des sources et des études diverses, autant la page francophone est relativement pauvre, pourquoi pas, mais plus de la moitié des sources et des liens mènent à Marianne Bélanger, ou au Centre de détection de la douance et du talent, qui est son institut d'évaluation et de détection de douance, de double exceptionnel et du talent. C'est quand même problématique quand on sait qu'elle a été condamnée par l'Ordre des psychologues québécois, ça fait un peu tâche. Mais, encore une fois, on va comprendre que c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, la première ligne du Wikipédia francophone est étonnante si vous vous souvenez de la première ligne du Wikipédia anglais. Pour le Wikipédia francophone, la double exceptionnalité est caractérisée par la présence chez une personne d'une douance et d'un trouble neurodéveloppemental ou de santé. De santé. Alors là, on se dit quoi? Ça veut dire que si on a un rhume, un panari ou des troubles gastriques, on peut devenir double exceptionnel? Le lien de cette définition mène directement à la définition qui est sur le site du CIDDT, donc le centre de Marianne Bélanger, avec cependant une petite nuance, mais une nuance importante. Sur son site du CIDDT, il y a écrit « On dit d'un enfant ou d'un adulte qu'il est doublement exceptionnel lorsqu'il présente une douance intellectuelle associée à un trouble neurodéveloppemental ou de santé ». Donc il y a encore cette histoire de trouble de santé, dont on ne sait pas trop ce que ça signifie, mais surtout, on a rajouté intellectuel après douance. Et ça change tout, parce que si on ne parlait pas de douance intellectuelle, on parlerait juste de douance, de giftedness, qui peut être cette idée d'être doué en sport, doué en peinture, doué en ce que vous voulez. Là, on parle de douance intellectuelle. Et la douance intellectuelle en québécois, c'est l'équivalent du HPI. C'est un haut quotient intellectuel, ce n'est pas autre chose.
La page Wikipédia sur les doubles exceptionnels francophones continue ensuite relativement conformément au Wikipédia anglais, avec la liste qui comprend aussi le spectre de l'autisme, le trouble neurodéveloppementaux, le TDAH, les troubles de santé mentale. Et puis, il est précisé, tout comme dans le Wikipédia anglais, que la douance peut masquer les difficultés et le trouble que possède un individu doublement exceptionnel, ou alors le trouble, étant l'instigateur de diverses difficultés, peut masquer la douance chez l'individu doublement exceptionnel. Et cela justifie, pour Marianne Bélanger et pour les défenseurs du concept de doublement exceptionnel, le fait d'alerter et de considérer cette catégorie comme étant à part, une entité spéciale qu'il faudrait considérer différemment. Il y a un petit truc que j'aime bien, quand je fais des recherches, je vous en ai déjà parlé, c'est de vérifier si une notion est déjà reprise en anglais, premièrement, parce que c'est un peu le langage de la recherche, mais aussi si elle est reprise en plusieurs langues, en beaucoup de langues sur Wikipédia, en dehors du français et de l'anglais. En ce qui concerne le concept de double exceptionnel, au final, sur Wikipédia, il n'y a que le chinois, le japonais, le coréen et le turc. Il s'avère qu'il y a pas mal de chercheurs turcs qui ont fait des recherches sur les doubles exceptionnels, dont un groupe qui a sorti une analyse, une somme, un article assez long sur les doubles exceptionnels en 2022 qui s'appelle « Analyse conceptuelle des doubles exceptionnels par l'Institut de recherche asiatique » par Şener Şentürk, İdil Kefeli, Manu İlhan Emekan. Enfin bref, vous aurez les liens évidemment dans la description de cet épisode. Et j'espère que je les ai bien prononcés. Dans cette analyse, qui est relativement complexe, qui mélange un peu la psychologie, la sociologie, la philosophie, ils ont essayé de remonter toute l'histoire du concept de double exceptionnalité. C'est vraiment très intéressant. Je vais vous lire le résumé de l'abstract de la présentation de cet article, parce qu'il est très parlant. L'analyse a révélé que le concept twice exceptional a été utilisé dans différents termes dans la littérature, c'est-à-dire dans la recherche, tels que, donc je traduis tous les termes anglais, deux fois exceptionnel, double exceptionnalité, doué avec des difficultés d'apprentissage, doué handicapé. Bien que ce concept ait été utilisé depuis plus de 4 décennies, ses implications remontent aux études sur les surdoués ayant des difficultés d'apprentissage il y a plus d'un siècle. Ensuite, il a été associé au syndrome d'Asperger, puis au TDAH et aux troubles du spectre autistique, et puis d'autres déficits. Notre analyse a également montré que les définitions et les caractéristiques des concepts pertinents pour la double exceptionnalité, tels que la douance et le handicap, ont évolué au fil du temps, ce qui a également affecté l'évolution de la double exceptionnalité. Par conséquent, il est difficile de revendiquer une définition claire, on reste toujours dans ce flou, ou une frontière nette pour le concept, mais son importance a été révélée par des études sur le terrain qui contribuent également au développement ultérieur du concept. Et ils ont fait un petit tableau intéressant, et dans ce tableau, on voit que déjà en 1923, Hollingworth, qui est une pionnière des études sur l'intelligence et sur le quotient intellectuel, qui a plus ou moins créé le terme gifted, elle a décrit à l'époque, donc déjà en 1923, que certains des étudiants doués pouvaient avoir des difficultés d'apprentissage. On y voit aussi sur ce tableau qu'en 1944, Asperger, qui a défini le trouble que l'on a nommé après le syndrome d'Asperger, il pensait à l'époque que le syndrome d'Asperger était plus courant chez les enfants qui étaient surdoués. Ensuite, apparemment, dans l'évolution de tous les concepts de surdoué et de handicap qui évoluent en parallèle, il y a en 1978 quelque chose qui serait important pour ces chercheurs, c'est Renzulli qui expose son modèle de surdoué. Vous savez, ce modèle en 3 volets, qui dit que le surdoué serait quelqu'un qui aurait des hautes capacités, mais aussi une haute créativité et un fort engagement. C'est important, nous allons le voir plus tard. Et puis, ensuite, il y a tout un tas de développements de programmes spécifiques de l'éducation américaine pour aider les enfants handicapés, tout un tas de recherches pour comprendre les enfants surdoués. Quelque part, dans ces eaux-là, le TDAH rentre en compte dans les doubles exceptionnels. Et en 2014, donc c'est quand même relativement récent là aussi, une définition commune du concept de double exceptionnel a été développée avec la coopération de plusieurs chercheurs et éducateurs qui travaillaient dans le champ des doubles exceptionnels. Là aussi, le problème principal, c'est bel et bien la définition de la douance, en tout cas en anglais, giftedness. On va comprendre où est le problème, où est le brouillard. On est dans le brouillard le plus total. Lorsqu'on s'intéresse aux études sur les doubles exceptionnels à Québec, on tombe sur une étude récente aussi de 2022 qui s'appelle « Évaluation de la double exceptionnalité » par Linné Pascal, Pascal Mercier, Camille Charest-Girard et Claire Baudry et qui nous donne un résumé du débat dans un encart sur les terminologies et conceptions liées à la douance. Et là,
En Europe francophone, le terme haut potentiel est utilisé, alors qu'en Amérique du Nord, c'est plutôt celui de douance, en référence au terme anglais giftedness, qui est communément employé. Deux catégories de la définition de la douance ressortent. La première catégorie le définit en utilisant des critères directifs qui limitent la douance à l'intelligence, laquelle est mesurée par les tests de quotient intellectuel, dans lesquels des seuils cliniques plus élevés doivent être atteints. La douance est souvent définie par un QI supérieur ou égal à 130. C'est la définition de la recherche en psychologie, c'est le consensus, pour que tout le monde puisse avancer en étant d'accord sur ce qu'ils étudient. La deuxième catégorie, quant à elle, de définition de la douance, regroupe des définitions aux critères plus inclusifs qui prennent en compte de plus larges éventails de domaines de performance que celles mesurées par les tests de QI et qui se basent sur des seuils moins restrictifs. Parmi ces définitions plus inclusives figure celle de Gagné. Gagné, c'est un psychologue québécois pionnier de la douance et qui a une définition de la douance qui peut faire penser à celle de Renzulli. Vous allez comprendre plus tard. Ce que l'on appelle plus inclusif est donc en réalité plus élargi, et c'est intéressant de comprendre cet élargissement. Dans un site canadien récent aussi de l'Association de neuropsychologues, on peut trouver cette définition de la douance. Qu'est-ce que la douance ? C'est un terme utilisé pour qualifier le fonctionnement d'individus qui présentent des capacités exceptionnelles dans certains domaines donnés. Il ne s'agit pas d'un trouble, d'un diagnostic, mais bien de caractéristiques personnelles qui se démarquent chez certains individus. La douance réfère au niveau d'habilité propre à certaines sphères de fonctionnement. Par exemple, une personne peut présenter une douance dans le domaine musical, sportif, créatif, intellectuel, académique, etc. Il existe donc de nombreux profils de douance. Donc vous voyez là finalement la définition américaine élargie de giftedness et non pas la définition du HPI. Et c'est bien pour éviter ce flou dans la définition du haut potentiel intellectuel que l'ordre des psychologues québécois a décidé donc de refuser cette définition finalement. Parce qu'on peut imaginer que des personnes, même françaises, peuvent reprendre les définitions nord-américaines de gifted ou de douance et d'exprimer ça comme étant une vérité équivalente à celle du quotient intellectuel. Or, comme le disait la psychologue spécialiste Nathalie Boisselier, HPI est surdoué, parce que vous parlez de quotient intellectuel. C'est pareil ou pas, Nathalie Boisselier ? Alors, c'est pas pareil. C'est-à-dire que la recherche internationale, elle se fait en anglais. Hein, c'est la langue commune pour qu'on se comprenne bien. Et les termes HPI n'ont pas été utilisés. On utilise le terme gifted, toujours. Et gifted, ça veut dire surdoué. Et effectivement, quand on regarde le terme gifted, on peut être surdoué aux échecs, on peut être surdoué en mathématiques, on peut être une animatrice surdouée, on peut être un restaurateur surdoué. Donc là, effectivement, vos pairs peuvent éventuellement vous juger et dire que vous avez un talent exceptionnel. Ou alors, quand c'est dans le domaine intellectuel, on dit intellectually gifted, et du coup, on peut le mesurer de deux manières. Soit effectivement, c'est un potentiel, et comme on dit, on le mesure avec un test de QI, ou alors, c'est un talent exceptionnel à l'école pendant plusieurs années, de très nombreuses années, et là, on peut dire que cette personne est surdouée. Mais du coup, le haut potentiel intellectuel, c'est uniquement une mesure, c'est un choix européen. Tous les pays d'Europe, les pays d'Asie, etc. utilisent cette manière d'évaluer et d'identifier. Donc non, on ne peut pas du coup s'auto-identifier. Dire que quelqu'un est surdoué en piano, surdoué à la peinture, surdoué au football, ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. Maintenant, la plupart de ces spécialistes préfèrent parler de haut potentiel intellectuel ou de haut QI en se référant uniquement à ce que les Anglais appellent intellectual giftedness et que les Québécois appellent douance intellectuelle, c'est-à-dire uniquement la mesure du quotient intellectuel qui est pour l'instant la seule mesure fiable de toutes ces douances. Au final, si on considère qu'il y a d'autres douances, c'est la seule qui a une véritable mesure fiable et que l'on peut appliquer directement, alors que tout le reste, les recherches sont dans le flou le plus total. Le site de l'Association des neuropsychologues québécois continue en disant: modèle théorique. Il existe plusieurs modèles théoriques de la douance, par exemple Renzulli, Steinberg, Gagné, mais aucun d'eux ne fait consensus. L'absence de définition claire ou unique de la douance mène donc à des variations et parfois des confusions dans la terminologie employée ou dans la façon d'opérationnaliser ce concept dans les pratiques cliniques et pédagogiques. Voilà ce que dit donc le site de l'Association des neuropsychologues québécois. On comprend à ce moment-là le trouble qui nous prend quand on essaie de comprendre ce que c'est la douance. Parce que selon les modèles, certains cherchent à identifier des comportements doués ou talentueux au piano, au macramé, au football.
Et tout ça amène certaines personnes donc à avoir des modèles différents de douance, et certains auteurs proposent d'identifier la douance à un seuil d'exceptionnalité moins marqué, c'est-à-dire au lieu de prendre 2 écarts types, ce qui donne à peu près 2,3% de la population, on en vient à 5 voire à 10% de la population selon la définition choisie. Or, c'est important tout ça parce qu'on va voir que pour Marianne Bélanger, 10% pour le haut potentiel intellectuel, c'est un quotient intellectuel de 120. Et c'est ce qu'essaye de contrer l'ordre des psychologues québécois parce que ça devient le foutoir. Et ce qu'on voit dans cette étude sur l'évaluation de la double exceptionnalité, c'est qu'on reprend la crainte que le HPI masque les troubles ou que le trouble masque le HPI. Mais ces chercheurs-là, si on lit entre les lignes, seraient plutôt pour la définition du double exceptionnel qui serait élargie. Je ne sais pas pourquoi ça les intéresse de rester dans le flou, alors que comme disait Nicolas Gauvry et d'autres spécialistes, c'est qu'il y a certains modèles du haut potentiel intellectuel qui incluent la créativité. C'est le cas du modèle de Renzulli, ça s'appelle le modèle des 3 anneaux. Renzulli dit que l'intelligence tout seul, ça suffit pas pour bien définir le haut potentiel, même haut potentiel intellectuel, et qu'il faut à la fois l'intelligence, la créativité et ce qu'il appelle l'engagement dans la tâche, c'est-à-dire la motivation, la capacité de travail. Le problème, c'est qu'il n'est pas tellement opérationnel, donc c'est un chouette modèle conceptuel. Quand on a quelqu'un en face de soi, le QI, ça va, on peut le mesurer, la créativité, oui, voilà. Compliqué. L'engagement, c'est assez variable, hein. C'est pas un trait de personnalité complètement stable. En tout cas, chez un enfant, ça va être dur de dire oui ou non, il est engagé. Donc du coup, c'est pas très facile à appliquer. Donc c'est bien pour les trucs théoriques, mais... Si on prend le modèle de Renzulli, par exemple, il peut être intéressant, ou le modèle de Gagné, ou le modèle de qui vous voulez. Mais s'il y a des items que l'on ne peut pas mesurer, l'engagement, créativité, ou la douance perceptive, ou la douance moteur, ou la douance artistique, on reste dans le flou, et la recherche ne peut pas avancer. Et pour ces chercheurs québécois, la double exceptionnalité doit se baser sur un jugement clinique d'un professionnel qualifié en douance, et aussi qualifié dans le possible trouble associé, parce que sinon la personne aura du mal à discerner les comportements qui sont liés à la douance de ceux qui sont liés au trouble. Mais en réalité, si on écoute nos spécialistes, vous le savez, il n'y a pas de comportement associé au haut potentiel intellectuel. On ne peut pas avoir du mal à discerner les comportements du haut potentiel intellectuel à ceux qui seraient liés au trouble. Et c'est justement parce qu'il y a des mythes et de la désinformation qui ont attribué des comportements et des symptômes qui venaient du TDAH ou de l'autisme ou d'autres troubles au haut potentiel intellectuel qu'en fait on se retrouve dans ce brouillard et que les personnes à Québec disent oui, il faudrait quand même faire le twice exceptionnel avec des spécialistes pour savoir discerner le haut potentiel intellectuel des troubles. Mais non, c'est l'inverse, ça met encore plus le bazar dans tout ça. Et on a vu que ce n'est pas un problème forcément de Marianne Bélanger, c'est vachement plus vaste. C'est américain du Nord et peut-être turc et peut-être chinois et peut-être aller savoir qui s'intéresse à ce concept de double exceptionnel. Si on va directement sur le site de Marianne Bélanger, on a compris qu'elle parlait d'une douance intellectuelle et sa définition de la douance intellectuelle, vous le voyez dans cet encart-là, c'est un profil cognitif avec la mesure du quotient intellectuel. Si selon l'ordre des psychologues québécois, le quotient intellectuel nécessaire pour être à la douance intellectuelle, c'est à partir de 130, quel que soit le problème, même s'il y a aussi une petite tolérance, eh bien, en deçà de 130, ce n'est pas du haut potentiel intellectuel. Mais pour Marianne Bélanger, on pourrait descendre jusqu'à 120, on pourrait même descendre en dessous et définir des enfants qui auraient des problèmes particuliers au potentiel intellectuel avec 115 ou 110. Et à partir de là, tout le monde pourrait être au potentiel intellectuel. Ce qui est étonnant, c'est que le site de Marianne Bélanger donne beaucoup de chiffres pour nous montrer qu'elle sait ce qu'elle fait et que c'est alarmant. Elle nous dit par exemple que 3 à 5% de tous les enfants d'âge scolaire aux États-Unis seraient doublement exceptionnels. Ce qui est bizarre parce que si on retourne au Wikipédia anglais, il y a écrit qu'il est difficile de déterminer combien d'enfants seraient doublement exceptionnels et que les meilleures estimations aux USA seraient de l'ordre de 0,5%. Mais bon, on va donner des circonstances atténuantes à Marianne Bélanger en disant qu'elle a trouvé une étude qui disait ça. Mais elle dit aussi juste en dessous que jusqu'à 9% des enfants TDAH obtiennent un résultat au-dessus ou égal à 120 à une échelle d'intelligence et donc seraient haut potentiel intellectuel, ce qui confirme que Marianne Bélanger considère que le haut potentiel intellectuel est à partir de 120, et elle continue en disant que 3 à 9% des enfants en trouble d'apprentissage seraient double exceptionnels. Alors,
que ce soit 9% des enfants TDAH qui obtiennent un résultat au-dessus ou égal à 120, ou 3 à 9% des enfants en trouble d'apprentissage qui seraient double exceptionnels, eh ben, c'est pas des chiffres alarmants, ce sont des chiffres totalement normaux. En fait, les TDAH ou les enfants en trouble d'apprentissage sont pas différents des autres, et dans la population générale, il y a 9% des enfants de la population générale qui obtiennent un résultat au-dessus ou égal à 120 dans les courbes de QI. C'est sur la courbe de Gauss, la fameuse courbe en cloche. 120, ça correspond à environ 10% des enfants. Donc qu'ils soient TDAH, pas TDAH, c'est aussi 9%. Et pareil, si on considère que le haut potentiel intellectuel, c'est à partir de 130, ou si on considère que c'est à partir de 120, eh ben c'est normal que de 3 à 9% des enfants en trouble d'apprentissage seraient aussi surdoués, puisque ça commence à partir de 9%. Donc en fait, ce sont des chiffres normaux. C'est bizarre que Marianne Bélanger, en tout cas que son centre, avance des chiffres qui seraient pour eux alarmants, alors que ce sont des chiffres tout à fait normaux. Anyway, avant de voir ce que nos spécialistes français de ce podcast ont exprimé au sujet de la double exceptionnalité, je voudrais vous donner un petit avis personnel en 3 points de cette histoire que je trouve relativement intéressant. Ce que je trouve fascinant, c'est que pendant les années 80-90, pendant que du côté français on en était à essayer de pathologiser le haut potentiel intellectuel et de mélanger les symptômes des troubles avec les symptômes de haut potentiel intellectuel, on s'aperçoit quand même qu'aux États-Unis, ils étaient loin de ça. Et ils faisaient quand même bien la part des choses, même si leur notion de giftedness était élargie, ils faisaient la part des choses entre gifted et les troubles. Et c'est intéressant de voir que la logique était différente, mais qu'ils ne sont pas tombés dans le piège des biais et de la désinformation dans lequel sont tombés les Français. C'est le premier point. Deuxième point. Il ne s'agit pas de créer une élite. Il ne s'agit pas de dire « Ouais, vous n'avez pas le droit d'être des doubles exceptionnels » ou « Vous n'avez pas le droit d'être surdoué ou HPI si vous êtes surdoué en peinture ou surdoué en macramé, en pizza, en football. » Ce que je voudrais, ce que beaucoup de gens voudraient, c'est de la clarté. C'est cette clarté qui pourrait permettre à beaucoup de personnes de ne pas tomber dans certains pièges et d'éviter une errance médicale ou psychologique en pensant qu'ils sont surdoués de quelque chose alors qu'en fait ils ont un problème psychologique ou un trouble ou une pathologie. Il faut arrêter de faire croire que l'on parle des mêmes personnes et que dans les mêmes sites ou dans les mêmes instituts, on considère que c'est normal, c'est le même processus d'évaluer des gens qui ont un quotient intellectuel élevé avec des gens qui sont des meilleurs peintres. Moi, personnellement, j'ai juste un QI à 130. Je ne considère pas que ça a un rapport avec quelqu'un qui fait du foot, du macramé ou de la peinture ou de la musique. Il doit y avoir des rapports qui vont rejoindre le quotient intellectuel, mais pas des idées floues de surdouement, d'engagement, de créativité. Non, il y en a une qui se mesure, et pour l'instant, c'est celle pour laquelle on est le plus clair. Et des diagnostics précis d'évaluation de troubles et de pathologies. Et c'est pour ça que cette définition objective est claire. Ce qui nous permet d'avancer et de faire la distinction entre des hautes capacités cognitives sans particularité de pensée et sans symptômes qui pourraient être confondus avec du TDAH ou avec du TSA. Et puis le troisième point, vous le savez peut-être déjà, il y a en France, comme je vous l'ai dit, même de la part de nos spécialistes, une tolérance au niveau de l'attribution, entre guillemets, du haut potentiel intellectuel à des personnes qui ont un problème, un trouble, une pathologie. Ça arrive très souvent à ces spécialistes que la personne qui a eu 125 de quotient intellectuel, bon, le ou la spécialiste dit qu'elle aurait probablement fait plus fort d'ordinaire et donc de dire qu'elle est à haut potentiel intellectuel. Sachant qu'il s'agit d'un continuum. Quelqu'un qui a 70 est différent de quelqu'un qui a 130 ou 145, mais quelqu'un qui a 125 n'est pas vraiment différent de quelqu'un qui a 130. Il s'agit d'éviter que ce continuum devienne un capharnaüm et de commencer à attribuer des hauts potentiels intellectuels à des gens qui ont 110, parce que là, ça ne servirait plus à rien, la recherche n'avancerait plus. Passons maintenant au point de vue des divers spécialistes français interrogés par ce podcast et que je vais vous résumer. La notion de double exceptionnel ne serait pas pertinente. De leur côté, ils ne prennent pas, en général, compte du haut potentiel intellectuel pour traiter des troubles d'apprentissage, du TSA, du TDAH, etc. Bien que selon certains ou certaines de ces spécialistes, les enfants ou les personnes à haut potentiel intellectuel auraient plutôt de meilleures facilités à intégrer et à comprendre leurs problèmes et les thérapies proposées. Mais cela ne change rien, il n'y a pas de prise en charge spécifique. Quant au problème du masquage du trouble par un haut potentiel intellectuel ou du HPI par le trouble, qui semble faire peur à tous les défenseurs du double exceptionnel, de ce que j'ai compris, ça serait plus ou moins un faux problème. Pourquoi ? Parce qu'en effet, il y a d'abord la compensation du trouble qui peut faire masquage,
Et si l'on imagine que la compensation d'un trouble puisse être plus facile pour une personne à haut quotient intellectuel, en réalité, elle n'est pas exclusive au HPI. Tout le monde peut masquer des troubles en fonction de sa force de caractère, de sa personnalité, etc. Et les études sur le masquage du trouble du spectre autistique par la population féminine en général prouvent qu'il peut s'agir aussi d'un processus culturel. Donc plutôt que le masquage, il faudrait dans ce cas plutôt parler de compensation. Deuxièmement, le principal problème de masquage dans les deux sens, HPI problème et HPI trouble et trouble HPI, vient en réalité, comme je viens de vous le dire, des mythes qui circulent sur les HPI, les mythes qui ont attribué les symptômes de ces troubles au haut quotient intellectuel ou HPI, qui fait que les parents, enseignants ou même les professionnels attribuent facilement ces symptômes-là à un HPI plutôt qu'au trouble. Et là aussi, plutôt que de masquage, il faudrait dans ces cas plutôt parler de désinformation et de mauvaise formation des professionnels. Pour beaucoup, même si le processus de masquage peut exister, il faut donc compter sur ces deux points particuliers qu'un ou une spécialiste véritablement informée et sachant faire son boulot saura identifier, sans forcément passer par le concept de double exceptionnel. Pour les spécialistes français interrogés par le podcast, la notion de double exceptionnalité risque aussi de donner l'impression que ça serait une force, ouais, exceptionnelle, alors que ces troubles ou pathologies sont de véritables handicaps pour beaucoup, et comme on vient de le voir, le flou qui entoure cette notion n'est pas bonne pour une communication claire et risque d'aggraver le brouillard qui règne déjà en France sur ces sujets, et donc l'errance psychologique de beaucoup. On en est au moment où je devrais faire une conclusion, et plutôt une conclusion négative. Mais en réalité, j'en ai pas vraiment envie, d'autant que je reste personnellement un fan du terme twice exceptional, à partir du moment, vous l'avez compris, où on le prend bien dans sa définition la plus claire et neutre, un HPI avec des troubles d'apprentissage ou des troubles neurodéveloppementaux diagnostiqués. Et j'ai constaté dans mes recherches qu'il y avait pas mal d'études plus ou moins objectives qui permettaient de dégager certains aspects vraiment intéressants qu'on pourrait explorer tous ensemble, investiguer afin de comprendre le paradoxe, les défis, les challenges d'une personne qui aurait des capacités cognitives élevées avec des désordres tout aussi cognitifs et tout aussi élevés. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes concernés. Dites-moi si cela vous intéresse et je m'y pencherai mieux pour faire des épisodes dessus. Merci d'avoir suivi jusqu'à présent. Si cela vous a apporté de la matière à penser ou des connaissances, et j'espère que là ça vous en a apporté, eh bien n'hésitez pas à apporter quelque chose à ce média, s'il vous plaît, je vous le demande, de rétribuer mon travail à sa juste valeur. Je vous en remercie intensément. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud.